Quand un loup et un ours se croisent dans la taïga, ce n'est pas une question de cohabitation, c'est une question de survie. Et le vainqueur de ce duel va vous surprendre. Imaginez la scène, c'est le matin. Plus précisément, il est environ 5 heures, et la brume commence à peine à se lever sur la taïga. Les arbres se dressent en rang comme des soldats, immobiles, enveloppés dans une brume grise. L'air sent la résine, la mousse humide, et quelque chose de métallique, peut-être du sang. Au loin, une brindille craque, puis une autre, et puis le silence. Dans ce silence apparaît une silhouette, massive, courbée, la tête penchée vers le sol. L'ours avance lentement, le nez collé au sol de la forêt, comme s'il lisait une histoire que quelqu'un y aurait écrite. Chacun de ses pas est lourd et assuré. Cette créature n'a pas besoin de se presser. C'est son monde, ou du moins, c'est ce qu'il croit. Car à quelques dizaines de mètres de là, derrière un épais bosquet de pins, une autre force se déplace. Une meute silencieuse, invisible, si perdue, si corps glissant entre les arbres comme des ombres. Aucun bruit superflu, aucun mouvement inutile, juste une concentration absolue sur un seul objectif. Et c'est exactement à ce moment que commence l'histoire que je veux vous raconter aujourd'hui. Deux prédateurs qui partagent la même forêt, la même proie et la même volonté de survivre. Mais chacun le fait à sa manière. Si vous demandez à la plupart des gens qui est le roi de la taïga, ils répondront sans hésiter. L'ours. Et je comprends pourquoi. L'ours est énorme, l'ours est puissant. L'ours semble être une créature à laquelle rien au monde ne peut se mesurer. Mais, et si cette réponse était fausse? Et si le véritable maître de la taïga n'était pas celui qui a les plus grandes griffes, mais celui qui a le meilleur plan? Voyons cela ensemble, et je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous regarderez la taïga d'un œil complètement différent. Commençons par où la plupart des gens commencent. Par l'ours. L'ours brun, en latin Ursus arctos. Déjà ce nom sonne comme le tonnerre. Et ce n'est pas un hasard, car l'ours brun est l'un des plus grands prédateurs terrestres de la planète. Un mâle adulte peut peser plus de 600 kg, même si dans la taïga la plupart pèsent entre 250 et 400 kg. Debout sur ses pattes arrière, il peut atteindre 2,5 mètres, parfois plus. Quand un ours se dresse devant vous, vous regardez vers le haut un mur de muscles, de fourrure et de fureur. Mais le poids n'est qu'une partie de l'histoire. Ce qui rend l'ours réellement dangereux, c'est la combinaison de force et de vitesse qui n'a pas d'égal dans la nature. L'ours brun peut courir jusqu'à 55 km/h. 55. C'est plus rapide que la plupart des chevaux au galop complet. Et c'est une créature qui pèse un quart de tonne qui en est capable. Imaginez une voiture roulant à 50 à l'heure, munie de griffes et de crocs. C'est exactement ce qu'est un ours en pleine charge. Et ces griffes méritent qu'on s'y attarde. Les pattes avant de l'ours brun sont équipées de griffes longues, de 8 à 10 cm. Elles ne sont pas tranchantes comme des lames de rasoir. Elles sont recourbées, puissantes, conçues pour arracher des racines du sol, retourner des pierres, et oui, pour porter un coup unique, capable de briser la colonne vertébrale d'un élan adulte. Un coup, une patte, et 300 kg de pression pure s'abattent sur la cible, avec une telle violence que la victime n'a souvent même pas le temps de comprendre ce qui s'est passé. La force de la mâchoire de l'ours atteint environ 1200 livres par pouce carré. Pour comparaison, la mâchoire humaine fait environ 162 livres par pouce carré. L'ours est donc environ 7 fois plus puissant en termes de morsure, et ses crocs, longs de 5 à 8 cm, sont faits pour déchirer la chair et broyer les os. Mais attention, l'ours brun n'est pas qu'une simple machine à tuer primitive. Il est étonnamment intelligent et étonnamment polyvalent. La plupart des gens imaginent l'ours comme un pur carnivore, un prédateur qui chasse et tue sans cesse. Mais la réalité est bien plus intéressante. L'ours brun est en fait un omnivore, et un omnivore très sophistiqué. Son régime alimentaire comprend des baies, des racines, de l'herbe, des insectes, des poissons, du miel, des charognes, et oui, des proies vivantes aussi. Mais la part de viande dans son alimentation varie selon la région et la saison. Dans certaines zones de la taïga, la nourriture végétale représente jusqu'à 70% de ce que l'ours consomme. Dans d'autres régions, par exemple au Kamtchatka, pendant la remontée des saumons, c'est l'inverse. 90% de son alimentation
est composé de poissons. Et c'est précisément là qu'apparaît quelque chose de fascinant sur l'intelligence de l'ours. L'ours se souvient. Il se souvient où, il y a 1 an, il a trouvé un buisson de myrtilles. Il se souvient de la semaine où commence la remontée des saumons dans telle rivière précise. Il se souvient où, 2 ans plus tôt, il a trouvé la carcasse d'un élan laissé par les loups. Sa mémoire des lieux et des moments est phénoménale, comparable à celle de certains primates. Des chercheurs de l'Université d'État de Moscou ont mené, dans les années 1990, une étude où ils suivaient les déplacements des ours grâce à des colliers satellites. Ils ont découvert que les ours ne reviennent pas à leur lieu favori au hasard. Leurs déplacements suivent des schémas précis qui se répètent année après année avec un écart de seulement quelques jours. L'ours sait exactement où et quand se trouvera la nourriture, et il planifie en conséquence. Mais venons-en à la chasse, car c'est justement la capacité de chasse active qui place l'ours dans la position de roi potentiel de la taïga. L'ours brun est capable de chasser un élan seul, sans aide. Et ce n'est pas une mince affaire. Un élan adulte pèse entre 600 et 800 kg, et ses sabots peuvent tuer un loup d'un seul coup. L'élan se défend avec férocité, et c'est un adversaire que même une meute de loups réfléchit à 2 fois avant d'affronter. Mais l'ours, lui, procède différemment. Sa technique est brutalement simple. Il s'approche, attaque à courte distance, et d'un coup de patte, terrasse la proie. Il vise le plus souvent la nuque ou la colonne vertébrale. Un coup précis et 300 kg de force font le travail. L'élan s'effondre, puis l'ours se mange. Longtemps, des heures, parfois une journée entière. Et c'est précisément à ce moment, après une chasse réussie, que se révèle la plus grande faiblesse de l'ours. L'ours s'endort après avoir mangé. Pas toujours, mais souvent, il se remplit l'estomac, trouve un endroit près de sa proie et s'installe pour se reposer. C'est logique du point de vue de l'évolution. Digérer une telle quantité de viande demande de l'énergie, et l'ours est programmé pour l'efficacité. Pourquoi gaspiller de l'énergie quand on peut rester allongé et digérer ? Sauf que cette habitude le place dans une position vulnérable, car pendant que l'ours dort, quelqu'un d'autre ne dort pas, quelqu'un d'autre observe, quelqu'un d'autre attend, et ce quelqu'un, ce sont les loups. Le loup gris, Canis lupus. Si l'ours est le char d'assaut du monde naturel, alors le loup est l'unité spéciale, plus petit, plus léger, apparemment plus faible, mais doté de quelque chose qu'aucun ours ne possède, la meute. Commençons par les chiffres. Un loup adulte pèse entre 30 et 80 kg selon la sous-espèce et la région. Le loup de Sibérie, qui habite la taïga, se situe dans la partie haute de cette fourchette. Les mâles atteignent 60 à 80 kg, les femelles un peu moins. Au garrot, ils mesurent environ 80 cm. Comparé à l'ours, c'est, avouons-le, dérisoire. L'ours pèse 5 à 7 fois plus, mais le poids d'un individu n'a pas vraiment d'importance chez les loups. Ce qui compte, c'est le poids de la meute. Une meute de loups typique dans la taïga compte entre 6 et 12 individus. Dans des cas extrêmes, surtout dans les zones riches en proie, une meute peut atteindre 20 individus ou plus. La plus grande meute jamais documentée comptait 36 individus et a été observée dans le parc national de Yellowstone. Mais des meutes de 25 membres ont également été recensées dans la taïga sibérienne. Faites le calcul, 20 loups de 60 kg chacun, cela représente 1,2 tonnes de machines de chasse, coordonnées, intelligentes et parfaitement synchronisées. 1,2 tonnes de crocs, de griffes et de pensée tactique. Et contrairement à l'ours, qui agit seul, cette force fonctionne comme un seul organisme. Mais avant d'aborder la meute dans son ensemble, regardons l'individu, car même seul, le loup est une créature fascinante. Les mâchoires du loup génèrent une pression d'environ 400 livres par pouce carré. C'est moins que l'ours, mais toujours plus que la plupart des autres carnivores. Les crocs du loup, longs de 4 à 6 cm, sont conçus pour saisir et maintenir la proie, pas pour broyer les os comme chez l'ours, mais pour une prise ferme qui ne lâche pas. Et puis, il y a l'endurance. Et là, le loup surclasse totalement l'ours. Un loup peut parcourir 70 km en une seule journée. 70 km, c'est à peu près la distance entre Paris et Orléans, chaque jour. Et pas en sprint. Le loup trotte à une vitesse de 8 à 10 km/h et il maintient cette allure pendant des heures sans s'arrêter.
Quand c'est nécessaire, il peut accélérer jusqu'à 65 km/h sur un court sprint, puis revenir au trot et continuer. Cette endurance est essentielle pour comprendre la stratégie de chasse du loup. Car le loup ne chasse pas comme l'ours. Le loup ne surprend pas sa proie, ne la bat pas d'un seul coup et ne la mange pas sur place. Le loup chasse par poursuite d'endurance. Imaginez la scène, une meute de loups repère un troupeau d'élands. Elle ne tente pas d'attaquer immédiatement. Au lieu de cela, elle commence à suivre le troupeau lentement, patiemment. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le troupeau essaye de fuir, mais les loups suivent. Le troupeau accélère, les loups accélèrent. Le troupeau ralentit, les loups ralentissent. Et pendant cette poursuite interminable, quelque chose de crucial se produit. Les loups observent, cherchent la faiblesse. Un animal âgé qui boite, un jeune qui n'arrive pas à suivre, un malade qui tousse. Et dès qu'il trouve cette faiblesse, il frappe. Mais pas de façon chaotique. L'attaque du loup est une opération coordonnée qui ferait pâlir bien des unités militaires. La meute se divise. Une partie des loups pousse la proie vers l'avant. Une autre encercle par les côtés et ferme les voies de fuite. Et un troisième groupe attend devant, prêt à intervenir. C'est une tactique classique d'encerclement et de destruction. Comme le disent les biologistes de l'université du Minnesota, les loups ne chassent pas par la force, ils chassent par la géométrie. Et cette géométrie est impressionnante. Des chercheurs étudiant les meutes de loups, à l'aide de colliers GPS et de drones, ont découvert que pendant la chasse, les loups occupent des positions correspondant à des modèles mathématiques optimaux pour maximiser les chances de succès. En d'autres termes, les loups résolvent intuitivement un problème spatial complexe pour lequel un humain aurait besoin d'un ordinateur. Mais ce n'est pas tout. La communication des loups pendant la chasse est quelque chose qui fascine encore les scientifiques aujourd'hui. Les loups communiquent par plus de 40 types de vocalisations différentes. Hurlements, grognements, gémissements, aboiements et des dizaines de nuances subtiles. Mais ce n'est que la partie sonore. La majorité de la communication des loups passe par le visuel, la position des oreilles, l'angle de la queue, l'expression du visage, la posture du corps. Le loup alpha n'a pas besoin d'émettre un seul son pour dire à la meute quoi faire. Un simple regard, une inclinaison de la tête, un mouvement de la queue, et toute la meute sait immédiatement. Pendant la chasse, cette communication devient encore plus subtile. Les chercheurs ont noté que les loups d'une meute réagissent au mouvement des autres avec un délai de moins de 2 dixièmes de seconde. 2 dixièmes de seconde, c'est plus rapide que le temps de réaction humain à un stimulus visuel. Les loups se lisent littéralement entre eux avec une vitesse et une précision sans égale dans le règne animal. Et puis, il y a la hiérarchie. Une meute de loups n'est pas un simple groupe d'animaux décidant de chasser ensemble. C'est littéralement une famille. Une meute typique se compose d'un couple alpha, le mâle et la femelle dominant, et de leur descendance sur 1 à 3 générations. Les aînés aident à élever les plus jeunes. Les chasseurs expérimentés forment les novices, et toute la structure fonctionne avec une efficacité qui surprend même les biologistes chevronnés. Le couple alpha décide de la direction des déplacements de la meute, du moment de chasser ou de se reposer, de l'endroit où installer la tanière et de la façon de réagir aux menaces. Mais, et c'est important, le loup alpha n'est pas un dictateur. Les décisions sont souvent collectives. Des chercheurs ont observé des situations où le loup alpha proposait une direction, mais où le reste de la meute la refusait, et où l'alpha se soumettait à la volonté du groupe. C'est une démocratie avec un leadership fort, un système qui fonctionne parce que chaque membre de la meute y a sa place et son rôle. Les loups bêta sont les seconds dans la hiérarchie. Ce sont souvent les descendants plus âgés du couple alpha qui attendent l'occasion de partir fonder leur propre meute ou qui ont choisi de rester et d'aider la famille. Le loup oméga, celui tout en bas de la hiérarchie, sert de soupape sociale. Les autres déchargent sur lui leur frustration et leur agressivité, ce qui évite des conflits sérieux au sein de la meute. Cela paraît cruel, mais ça fonctionne. Et toute cette structure, hiérarchie, communication, coordination, se manifeste de façon la plus spectaculaire dans un seul moment précis, celui où une meute de loups décide d'affronter un ours. Mais avant d'aborder la confrontation directe, parlons du territoire.
car c'est justement le territoire qui est au cœur du conflit entre loups et ours. La taïga, le plus grand biome terrestre de la planète, est une bande de forêts de conifères qui s'étend sur tout l'hémisphère nord, de la Scandinavie à la Russie, jusqu'en Alaska et au Canada. La superficie totale de la taïga est estimée à environ 17 millions de kilomètres carrés. C'est plus que la superficie entière de l'Amérique du Sud. C'est un monde immense, impénétrable, inhospitalier, où les températures hivernales peuvent descendre à moins 50 degrés et où l'été peut atteindre 30 degrés. Un écart de 80 degrés entre les journées les plus chaudes et les plus froides de l'année. Dans cet environnement vivent nos deux rivaux, et tous deux ont besoin de la même chose, de l'espace et de la nourriture. Le territoire de l'ours brun dans la taïga est immense. Un mâle adulte occupe une zone de 300 à 1000 km². Ce territoire n'est pas précisément délimité. Les ours ne sont pas aussi territoriaux que par exemple les grands félins. Ils ont plutôt un domaine vital dans lequel ils se déplacent régulièrement, selon la disponibilité de la nourriture. Et ce domaine peut chevaucher celui d'autres ours, même si les mâles dominants conservent une certaine zone d'accès exclusif. Le territoire d'une meute de loups est comparable, généralement entre 200 et 1500 km² selon la densité des proies. Mais contrairement à l'ours, les loups défendent activement leur territoire. Ils le marquent avec leur urine et leurs excréments, signalent leur présence par des hurlements et attaquent sans pitié les loups étrangers qui franchissent les frontières. Et c'est là le problème. Les territoires des ours et des loups se chevauchent massivement. Dans la taïga sibérienne, ils partagent pratiquement le même espace de vie et pire encore, chassent pratiquement les mêmes proies. Les principales proies des loups dans la taïga sont les cerfs, les élans, les rennes et dans certaines régions, les sangliers. Les principales proies animales des ours sont les cerfs, les élans, les rennes et les sangliers. Aucune surprise. C'est un exemple classique de concurrence écologique, deux espèces se disputant les mêmes ressources. Mais voici ce qui est intéressant. L'ours et le loup ne se font pas seulement concurrence de manière passive. Ils se volent activement leur proie. Et ce phénomène en biologie s'appelle le kleptoparasitisme et c'est l'un des aspects les plus fascinants de leur relation. Imaginez la scène, une meute de loups vient de tuer avec succès un élan. La chasse a duré 4 heures. Les loups ont poursuivi le troupeau, isolé un individu faible, l'ont encerclé, attaqué par vagues coordonnées et finalement abattu. Ils sont épuisés, mais ils mangent. Le couple alpha en premier, selon la hiérarchie, puis les bêtas, puis les autres. Et à ce moment, on entend craquer des branches dans la forêt, des pas lourds, et un ours sort du fourré. Que se passe-t-il ensuite ? C'est l'un des scénarios les plus étudiés en écologie comportementale des grands carnivores, et les résultats sont étonnamment cohérents. Dans la grande majorité des cas, environ 70 à 80% des situations documentées, les loups reculent, abandonnent la proie à l'ours et s'éloignent. Un seul ours disperse toute une meute. Cela ressemble à une victoire écrasante de l'ours, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas si simple. Regardons les détails. Une étude menée dans le parc national de Yellowstone entre 2002 et 2010 a analysé plus de 400 interactions entre loups et ours grizzly. Les résultats ont révélé des schémas fascinants. Quand l'ours s'approchait de la proie des loups, ceux-ci réagissaient de plusieurs façons. Parfois, ils reculaient immédiatement, sans combattre. D'autres fois, ils tentaient de chasser l'ours, l'attaquant par les côtés, mordant son arrière-train et ses pattes, essayant de le repousser. Et dans certains cas rares, un affrontement sérieux survenait, causant des blessures des deux côtés. Le facteur clé était le nombre de loups présents. Si la meute comptait moins de 6 loups, l'ours gagnait pratiquement toujours. Les loups n'avaient pas assez de force pour maintenir l'ours massif à distance et abandonnaient leur tentative de défense. Avec 6 à 8 loups, le résultat était incertain. Parfois l'ours gagnait, parfois les loups. Cela dépendait du terrain, de la météo, de l'état de satiété de l'ours et d'autres facteurs. Mais avec 9 loups ou plus, la situation changeait radicalement. Une grande meute parvenait non seulement à chasser l'ours, mais aussi à le poursuivre activement et à le punir pour avoir tenté de voler sa proie. Dans plusieurs cas documentés, un groupe de 11 loups ou plus a littéralement chassé un ours de la zone et l'a poursuivi sur plusieurs kilomètres. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet.
Pourquoi l'ours recule-t-il si souvent, même s'il pourrait théoriquement gagner? La réponse, c'est l'économie de la violence. L'ours est un calculateur rationnel. Peut-être pas consciemment, pas de la façon dont nous, humains, calculons. Mais son cerveau, le plus grand parmi les carnivores terrestres par rapport à sa masse corporelle, évalue constamment le rapport entre risque et bénéfice. Quand un ours se trouve face à une meute de loups, son cerveau résout en quelque sorte une équation simple. D'un côté la proie, quelques dizaines de kilos de viande, de l'autre, le risque. 6, 8, 10 loups, chacun doté de mâchoires capables de transpercer tendons et muscles. L'ours sait qu'il gagnerait probablement, mais il sait aussi qu'il pourrait être blessé. Et une blessure, dans la taïga, signifie souvent la mort. Une patte cassée, des tendons sectionnés, une plaie profonde qui s'infecte. N'importe laquelle de ces blessures peut écarter l'ours de la chasse pendant des semaines ou des mois. Et un ours qui ne peut plus chasser ni se nourrir est un ours qui ne survivra pas à l'hiver. Car contrairement aux loups, qui chassent en groupe et peuvent s'entraider, l'ours est seul. Un ours blessé n'a aucun filet de sécurité. C'est pourquoi l'ours recule, non par peur, non par faiblesse, mais par calcul pur, parce que ce morceau de viande ne vaut pas le risque de ce pari. Et les loups le savent, pas rationnellement, pas consciemment, mais instinctivement. Génération après génération, ils ont appris que défendre agressivement leur proie face à un ours a du sens. Pas parce qu'ils pourraient tuer l'ours, mais parce qu'ils peuvent le convaincre que cela n'en vaut pas la peine. C'est un jeu, du poker en pleine nature, et les loups bluffent brillamment. Mais l'histoire a aussi un autre versant, car l'ours ne vole pas seulement les loups volent aussi l'ours. Et c'est là que la situation s'inverse. Vous souvenez-vous de ce que j'ai dit sur l'habitude de l'ours de s'endormir après avoir mangé? C'est précisément là que ça devient intéressant. Dans la taïga sibérienne, on a documenté à plusieurs reprises des cas où une meute de loups repérait un ours qui venait de tuer une grosse proie et s'était endormi à proximité. Les loups arrivaient discrètement, commençaient à manger la carcasse, et au moment où l'ours se réveillait, une grande partie de la viande avait déjà disparu. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est ce qui s'est passé ensuite. Dans un cas documenté par le biologiste russe Dmitri Pikounov, dans la taïga d'Ussuri, à la fin des années 1980, une meute de 9 loups a systématiquement volé le même ours pendant 3 semaines entières. L'ours tuait une proie, les loups attendaient qu'il s'endorme et la lui prenaient. L'ours tuait une autre proie, les loups revenaient. Après 3 semaines, l'ours a quitté la zone et s'est déplacé de 40 km vers le nord. Les loups n'ont pas gagné par la force, ils ont gagné par la persévérance. Ils ont gagné en étant plus pénibles que ce que valait ce territoire. Et c'est le point essentiel. Les loups n'ont pas besoin de vaincre l'ours en combat direct. Il leur suffit de le pousser à partir. Et ils peuvent le faire de façon fiable, car ils possèdent quelque chose que l'ours n'aura jamais, le temps. L'ours doit beaucoup manger. Pour survivre à l'hiver, il doit accumuler avant l'hibernation jusqu'à 150 kg de réserve de graisse. Chaque jour passé à se battre contre les loups, plutôt qu'à chercher de la nourriture, est un jour qui le rapproche de la limite, au-delà de laquelle il risque de ne pas survivre au sommeil hivernal. Pour l'ours, le temps est une ressource précieuse. Les loups, eux, n'hibernent pas, chassent toute l'année, et leur besoin de nourriture par individu est bien plus faible. Un loup adulte a besoin d'environ 2,5 à 5 kg de viande par jour, alors qu'un ours, avant l'hibernation, a besoin de 20 kg par jour, voire plus. Les loups peuvent donc se permettre d'être patients, l'ours, non. Et maintenant, regardons les scénarios les plus spectaculaires, les confrontations directes, où la vie était en jeu. En 2016, une équipe de biologistes de l'Académie russe des sciences a documenté un événement extraordinaire dans les montagnes de l'Altaï. Une meute de 12 loups a attaqué une ours accompagnée de 2 petits. Les détails, enregistrés à distance de sécurité avec des téléobjectifs, sont fascinants à la fois par leur brutalité et leur sophistication tactique. Les loups n'ont pas attaqué l'ours directement. Cela aurait été suicidaire. Au lieu de cela, ils se sont divisés en 3 groupes. 4 loups occupaient l'ours par l'avant, courant autour d'elle en cercle serré, fonçant puis se retirant immédiatement. 4 autres loups tentaient de séparer les petits de leur mère,
exploitant le fait que l'ours ne pouvait pas être à 3 endroits en même temps. Et les 4 derniers loups attendaient en réserve. L'ours se défendait avec férocité. D'un coup de patte, elle a terrassé l'un des loups attaquants. Ce loup a probablement souffert de côtes cassées, car il s'est ensuite déplacé avec une douleur visible et n'a plus participé au combat. Mais tandis que l'ours s'occupait d'un groupe de loups, l'autre groupe s'est approché des petits. L'attaque a duré environ 20 minutes. À la fin, l'ours tenait toujours debout, se battait toujours, protégeait toujours ses petits. Les loups ont finalement reculé. Aucun petit n'a été capturé. L'ours a gagné, mais, et c'est important, elle a gagné à un coût énorme. Elle était épuisée, avait plusieurs blessures qui saignaient sur les flancs et les pattes, et a dû quitter une zone où elle se sentait en sécurité jusqu'alors. Les loups l'ont forcée à se déplacer, et par là, ils ont obtenu le contrôle d'un territoire riche en ressources alimentaires. Alors, qui a vraiment gagné ? Si l'on regarde l'affrontement direct, c'est l'ours qui a gagné. Elle s'est défendue, a protégé ses petits, a survécu. Si l'on regarde le résultat stratégique, c'est les loups qui ont gagné. Ils ont obtenu du territoire, et c'était leur objectif depuis le début. D'ailleurs, avant de continuer, si cette bataille épique entre loups et ours vous passionne, faites-moi une faveur. Regardez en bas de cette vidéo. Vous voyez le bouton rouge, celui qui dit « S'abonner » ? Cliquez sur ce bouton, activez la petite cloche, car sur la chaîne Les Secrets de la Faune, chaque semaine, nous vous racontons des histoires qu'on ne vous apprend pas à l'école. Des histoires sur les animaux, sur la nature, sur des duels qui se déroulent loin des regards humains, et vous pouvez en faire partie gratuitement. Il suffit de cliquer, et maintenant, retour à la taïga. Jusqu'ici, nous avons parlé des confrontations directes, des moments où le loup et l'ours se font face. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Sous la surface se joue une guerre dont la plupart des gens n'ont aucune idée. Une guerre silencieuse, invisible, mais implacable. On l'appelle la concurrence indirecte, et elle est peut-être plus importante que tous ces duels spectaculaires réunis. La concurrence indirecte signifie que 2 espèces se disputent des ressources sans nécessairement se rencontrer. Il suffit qu'une espèce consomme la nourriture qu'une autre aurait consommée, ou qu'une espèce chasse une proie hors d'une zone où l'autre l'aurait capturée. Dans la taïga, cela fonctionne ainsi. Au printemps, quand naissent les petits élans et cerfs, ces jeunes sont extrêmement vulnérables et constituent une source majeure de nourriture pour les 2 prédateurs. L'ours recherche et chasse activement les petits d'élans et de cerfs. C'est pour lui une proie facile, qui ne nécessite pas de confrontation risquée avec un animal adulte. Mais les loups font la même chose. Et le problème, c'est que le nombre de petits d'élans et de cerfs est limité. Une étude menée en Scandinavie au tournant du millénaire a examiné l'impact des loups et des ours sur la population d'élans. Les résultats furent saisissants. Dans les zones où les 2 prédateurs étaient présents, seulement 20 à 30% des petits élans nés au cours d'une année survivaient jusqu'à l'âge adulte. Dans les zones où un seul prédateur était présent, ce taux montait à 40 à 50%, et dans les zones sans prédateur, il dépassait les 70%. En d'autres termes, la présence des 2 prédateurs avait un impact sur la population de proies bien plus important que la simple somme de leurs effets individuels. Ils se renforçaient mutuellement, leur concurrence forçait les proies à se reproduire plus intensément, pour compenser les pertes causées par l'autre. Mais voici le rebondissement. Cette concurrence n'est pas symétrique. L'ours et le loup ne se volent pas mutuellement leur proie dans la même mesure. Et la raison, nous l'avons déjà évoquée. L'ours vole les loups bien plus souvent que les loups ne volent l'ours. Pourquoi ? Parce que l'ours a un accès plus facile aux proies tuées par les loups. Les loups tuent une proie et la mangent sur place. Souvent, pendant plusieurs jours. La carcasse reste dans la forêt et dégage une odeur, et l'ours a un odorat 100 fois plus sensible que celui de l'humain. Il peut sentir une carcasse jusqu'à 30 km de distance. Donc quand les loups tuent un élan, ce n'est qu'une question de temps avant que l'ours n'arrive. A l'inverse, l'ours chasse moins souvent et mange généralement sa proie plus rapidement ou s'endort à côté, comme nous l'avons vu. Les loups ont moins d'occasions de voler l'ours, simplement parce que ses proies restent disponibles moins longtemps. Le résultat est une relation asymétrique. L'ours profite de la présence des loups plus que les loups ne profitent de la présence de l'ours. Dans cette relation, l'ours est en quelque sorte un parasite.
Il se nourrit du travail des loups, et cela a des conséquences profondes. Dans les zones où les ours sont particulièrement nombreux, les meutes de loups doivent chasser plus souvent pour compenser les pertes causées par les vols des ours. Une chasse plus fréquente signifie des dépenses énergétiques plus élevées, un risque de blessure plus grand et moins de temps pour le repos et les interactions sociales. Les meutes de loups dans les zones à forte densité d'ours sont de manière prouvée plus petites, moins efficaces à la chasse et présentent un taux de survie des petits plus faible. Paradoxalement, et c'est là le rebondissement fascinant, c'est précisément cette concurrence qui maintient l'écosystème de la taïga en équilibre. Car si l'on retire un seul de ces deux joueurs de l'équation, tout le système s'effondre. Et voici maintenant ce qui est peut-être la partie la plus importante de cette histoire. Ce qui se passe quand les humains interviennent. Au cours du XXe siècle, les loups ont été systématiquement exterminés dans de nombreuses régions du monde. Au Japon, ils ont totalement disparu. En Europe occidentale, ils n'ont survécu que dans des régions reculées d'Espagne, d'Italie et des Balkans. En Amérique du Nord, leur population a été réduite à une fraction de son effectif originel. Et dans certaines parties de la Russie, malgré l'immensité de la taïga, leur population a été drastiquement réduite par des campagnes d'abattage organisées par l'État. Les raisons étaient toujours les mêmes. Les loups tuent le bétail, les loups sont dangereux, les loups sont des nuisibles qu'il faut éliminer. Mais qu'est-il arrivé quand les loups ont disparu ? La réponse à cette question est venue d'un endroit où on ne l'attendait peut-être pas, le parc national de Yellowstone aux États-Unis. En 1926, le dernier loup de Yellowstone fut abattu. Pendant les 70 années suivantes, pas un seul exemplaire de Canis lupus n'a été observé dans le parc. Et durant ces 70 années, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La population d'élands a explosé. Sans loups, les élans n'avaient plus de prédateurs naturels pour réguler leurs effectifs. Et les élans ont fait ce que font les élans. Ils ont mangé, brouté les jeunes arbres, grignoté les buissons, détruit la végétation riveraine le long des rivières et des ruisseaux. Et c'est là qu'a commencé l'effet domino. Sans végétation riveraine, les berges des rivières et des ruisseaux ont commencé à s'éroder. Les cours d'eau se sont élargis et aplatis. La température de l'eau a augmenté car les arbres qui lui fournissaient de l'ombre avaient disparu. Les poissons, notamment les truites, ont commencé à disparaître, car ils ont besoin d'eau froide, propre et riche en oxygène. Les castors, qui ont besoin d'arbres pour construire leurs barrages, ont disparu d'une grande partie du parc. Et sans barrage de castors, les zones humides, qui dépendaient de leurs réservoirs, ont disparu aussi. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec les ours ? Tout, car sans les loups, les ours sont devenus le seul grand prédateur de l'écosystème et ils ont commencé à se comporter différemment, d'une manière que les biologistes n'avaient pas anticipée. Sans la concurrence des loups, les ours de Yellowstone se sont étendus dans des zones où ils n'allaient pas auparavant. Ils ont commencé à passer plus de temps dans les vallées et les espaces ouverts, des zones qu'ils évitaient auparavant, car les meutes de loups y opéraient. Et plus important encore, ils ont commencé à chasser plus intensément. Sans les loups pour réguler la population d'élans, il y avait plus d'élans, et plus d'élans signifiait plus de proies faciles. Sauf que l'ours n'est pas un régulateur de population aussi efficace que le loup. L'ours chasse de façon opportuniste. Il tue ce qui est à portée. Les loups chassent de manière sélective, visant les individus faibles, âgés ou malades. Cette chasse sélective maintient la population de proies en bonne santé, élimine les individus génétiquement moins adaptés et laisse les plus forts se reproduire. L'ours ne fait pas cela. L'ours tue tout ce qu'il attrape. Et le résultat, c'est que la prédation des ours ne mène pas à une population de proies en bonne santé, mais à une population désorganisée et génétiquement affaiblie. De plus, l'ours tue moins d'élans adultes qu'une meute de loups, mais bien plus de petits. L'ours est un spécialiste des jeunes. Ils sont faciles à attraper, sans défense et riches en énergie, mais tuer trop de petits a un effet catastrophique sur les générations futures. La population d'élans n'est alors ni régulée efficacement par le haut, ni capable de se renouveler correctement. Résultat, sans loup, l'ours devient un prédateur déséquilibré qui détruit l'écosystème qu'il devrait pourtant contribuer à maintenir. En 1995, quelque chose a changé la donne. Les loups ont été réintroduits à Yellowstone. 31 loups, importés du Canada, ont été relâchés dans le parc sur une période de 2 ans.
et ce qui a suivi est devenu l'un des exemples les plus cités de restauration écologique dans l'histoire de la biologie. Les loups ont commencé à chasser les élans, mais pas au hasard. Ils chassaient de manière sélective, visant les individus âgés, malades et affaiblis. Et, point crucial, ils ont créé ce que les écologistes appellent un paysage de la peur. C'est un concept selon lequel la simple présence d'un prédateur change le comportement des proies, même si le prédateur ne chasse pas directement. Les élans de Yellowstone ont commencé à éviter les zones où le risque d'attaque par les loups était élevé. Les vallées, les berges des rivières, les espaces ouverts, ils se sont mis à se déplacer davantage, à rester moins longtemps au même endroit et à moins brouter la végétation. Et les résultats furent spectaculaires. La végétation riveraine a commencé à se régénérer. Les saules et les peupliers, broutés systématiquement pendant 70 ans, ont recommencé à pousser. Les berges des rivières se sont stabilisées, l'eau s'est refroidie, les poissons sont revenus, les castors sont revenus, les zones humides se sont restaurées, les oiseaux qui nichent dans les buissons riverains sont revenus. Même le cours de certaines rivières a changé. Des rivières qui, pendant 70 ans, s'étalaient en largeur, ont, grâce à la stabilisation des berges, recommencé à creuser leur lit dans le paysage. Les loups ont changé les rivières, non pas métaphoriquement, mais littéralement, physiquement, ils ont transformé la géographie du paysage. Et les ours ont paradoxalement profité de tout cela, car la végétation riveraine restaurée signifiait plus de baies, plus d'activité des castors signifiait plus de poissons. Plus de poissons signifiait plus de nourriture pour les ours, et la chasse sélective des loups maintenait la population d'élans en bonne santé. Ce qui signifiait que les élans capturés par les ours étaient plus forts et plus nutritifs. Les loups ont aidé les ours en leur faisant concurrence. C'est un paradoxe, mais c'est exactement ainsi que la nature fonctionne. Et que se passe-t-il à l'autre bout de la planète ? Que se passe-t-il dans la taïga sibérienne, où loups et ours coexistent sans interruption depuis des milliers d'années ? En Russie, la situation est plus complexe, car la taïga est immense, et l'intervention humaine y est inégale. Dans certaines régions, notamment près des grandes villes et des centres industriels, les loups ont été intensivement chassés. Dans d'autres régions plus reculées, ils sont restés pratiquement intacts. Cela offre aux scientifiques un laboratoire naturel fascinant pour étudier la relation entre loups et ours. Dans les zones de la taïga sibérienne où les loups sont nombreux, les ours présentent des comportements spécifiques. Ils sont plus prudents. Ils restent moins longtemps dans les espaces ouverts, se déplacent davantage la nuit, et ce qui est surprenant, sont globalement en meilleure santé et ont un taux de survie des petits plus élevé. Pourquoi ? Parce que les loups éliminent les individus faibles de la population de proies, garantissant ainsi que les proies capturées par les ours sont de meilleure qualité. Et parce que les loups maintiennent la population de proies à un niveau soutenable, empêchant ainsi le surpâturage de la végétation, dont l'ours dépend également. Dans les zones où les loups ont été exterminés, on observe le schéma inverse. Les ours sont plus nombreux, mais en moins bonne santé. La population de proies fluctue, les périodes de surpopulation alternant avec des périodes d'effondrement. La végétation est endommagée par le surpâturage, et les ours entrent plus souvent en conflit avec les humains, car l'écosystème dégradé ne leur fournit plus assez de nourriture. Le biologiste et écologue russe Valery Boldyrev, de la faculté des sciences naturelles de l'Université d'État de Novosibirsk, a résumé cela simplement. Dans une taïga qui fonctionne correctement, l'ours a besoin du loup, tout comme le loup a besoin de l'ours. Ce sont des adversaires qui se maintiennent mutuellement en forme. Retirez l'un et l'autre s'affaiblit. Retirez les deux et l'écosystème s'effondre. Mais allons encore plus loin. Regardons les mécanismes concrets qui font du loup et de l'ours un duo aussi fascinant. Commençons par la saisonnalité. L'année de la taïga se divise en 4 périodes radicalement différentes, et dans chacune d'elles, la dynamique de la relation entre loup et ours évolue. Le printemps, mars, avril, mai. C'est la période où les ours se réveillent de l'hibernation. Ils sortent de leurs tanières amaigries, affamés, avec des réserves de graisse réduites au minimum. Ils sont dans leur état le plus vulnérable, et les loups le savent. Dans les premières semaines suivant leur réveil, les ours sont nettement moins agressifs et moins capables de confrontation physique. Leurs muscles se sont atrophiés pendant des mois d'inactivité. Leurs réflexes sont lents.
Leur endurance est au minimum. Les meutes de loups en profitent parfois. On a documenté des cas où des loups poursuivaient activement un ours fraîchement sorti d'hibernation. Non pas pour le tuer, mais pour le chasser des territoires offrant les meilleures ressources alimentaires printanières. Et quelle est cette nourriture printanière ? Principalement les carcasses des animaux qui n'ont pas survécu à l'hiver. Un élan mort de froid, un cerf emporté par la maladie, un renne tombé à travers la glace. Ces carcasses constituent au printemps une source de nourriture essentielle dans la taïga. Et l'ours comme les loups en ont besoin. Dans cette compétition printanière, les loups ont l'avantage. Ils sont actifs tout l'hiver, donc en pleine forme. Ils connaissent leur territoire, l'ayant parcouru d'innombrables fois ces derniers mois, et travaillent en équipe. L'ours, affaibli par l'hibernation, est en désavantage. L'été, juin, juillet, août, c'est une période d'abondance relative. L'ours cueille des baies, pêche des poissons, cherche des insectes et des racines. Les loups se concentrent sur la chasse aux ongulés, élans, cerfs, rennes. Les confrontations directes sont moins fréquentes en été, car la nourriture est suffisante pour les deux, mais même en été, la concurrence indirecte se poursuit. Les loups et les ours chassent les mêmes petits d'ongulés, et comme nous l'avons vu, c'est cette période qui détermine le plus l'avenir des populations de proies. L'automne, septembre, octobre, novembre. C'est la période la plus critique. L'ours doit constituer ses réserves de graisse pour l'hiver. Il doit manger 20 kg par jour, parfois plus. Cela signifie qu'il chasse plus intensément, cherche plus assidûment et est plus disposé à prendre des risques, y compris des confrontations avec les loups. L'automne est la période où le plus grand nombre d'affrontements directs se produit. L'ours, poussé par l'impératif biologique d'accumuler le plus de graisse possible, est plus agressif et moins disposé à céder. Les loups, qui se préparent à un hiver difficile avec une disponibilité réduite des proies, sont également moins disposés à partager. Le résultat est une escalade. Les confrontations automnales sont plus souvent violentes, mènent plus souvent à des blessures et exceptionnellement à la mort d'un des participants. L'hiver, décembre, janvier, février. L'ours dort, le loup règne. La taïga hivernale appartient aux loups. Sans la concurrence des ours, les loups sont le seul grand prédateur du paysage. Ils chassent élans et cerfs dans la neige profonde, où leurs larges pattes fonctionnent comme des raquettes et leur donnent un avantage sur les proies qui s'enfoncent dans la neige. Mais l'hiver apporte aussi un danger surprenant pour les loups. Sans les ours pour perturber leur routine territoriale, les meutes de loups deviennent plus prévisibles. Et la prévisibilité, dans la nature, signifie vulnérabilité. D'autres meutes, connaissant les schémas de déplacement de leurs voisins, peuvent planifier des incursions sur un territoire étranger avec plus de précision. Donc même l'absence de l'ours a un coût pour les loups. L'ours, aussi gênant soit-il, comme adversaire, maintient les meutes de loups en alerte. Il les force à changer leur trajet, à s'adapter, à rester flexibles. Et la flexibilité est toujours nécessaire dans la taïga. Voyons maintenant quelque chose dont on parle moins. L'aspect psychologique de ce conflit. Oui, vous avez bien entendu, la psychologie. Car loups et ours sont des créatures hautement intelligentes, avec une vie intérieure complexe, et leurs interactions mutuelles ont une dimension psychologique marquée. Commençons par les loups. Les loups apprennent non seulement de façon générale, comme tous les mammifères, mais aussi de manière spécifique et ciblée auprès des autres membres de la meute. Un louveteau observe les individus plus âgés pendant la chasse et acquiert progressivement les techniques que ses parents et ses aînés ont perfectionnées au fil des générations. Et parmi ces techniques figure la façon de se comporter face à un ours. Les chercheurs ont observé que les meutes ayant de l'expérience avec les ours se comportent nettement différemment de celles qui n'en ont pas. Les meutes expérimentées savent mieux évaluer si un ours est menaçant ou non. Elles reconnaissent les signaux, tête baissée, fourrure dressée, grondement sourd, qui indiquent que l'ours est prêt à combattre. Et elles reconnaissent aussi les signaux opposés, regard détourné, mouvement lent, réticence à la confrontation, qui indiquent que l'ours est disposé à céder. Cette capacité à lire le comportement de l'ours se transmet de génération en génération. Le loup alpha, qui a navigué pendant des années dans ses interactions avec les ours, transmet ce savoir à sa descendance, non pas verbalement
non pas consciemment, mais par l'exemple. Le louveteau observe comment l'alpha se comporte en présence d'un ours, et il apprend. Et les ours apprennent aussi. Les ours vivant dans des zones à forte densité de meutes de loups sont, de manière prouvée, plus prudents que les ours vivant dans des zones sans loups. Ils prennent moins de risques, sont plus silencieux, ils se déplacent davantage la nuit quand les loups sont moins actifs et, détail fascinant, ils choisissent leur lieu de repos et de sommeil avec plus de soin, préférant des endroits surélevés ou difficiles d'accès, où le risque d'être surpris par une meute est plus faible. C'est une spirale coévolutive en action. Les loups apprennent à mieux harceler les ours. Les ours apprennent à mieux résister aux loups. Les loups réagissent en perfectionnant leur tactique. Les ours réagissent par une adaptation supplémentaire et les deux camps se poussent mutuellement vers un niveau toujours plus élevé de sophistication. C'est une course aux armements évolutive qui se déroule non pas sur des milliers, mais sur des dizaines de milliers d'années, et dont le résultat est deux espèces qui, en raison directe de leur concurrence mutuelle, sont bien plus accomplies qu'elles ne le seraient si elles vivaient séparément. Et maintenant, regardons quelque chose de vraiment surprenant, la coopération. Oui, la coopération, car malgré tout ce que nous avons dit jusqu'ici, malgré les confrontations, les vols de proies, des disputes territoriales, il existe des situations où loup et ours coopèrent, ou du moins coexistent d'une façon qui profite aux deux parties. Un exemple en est le kleptoparasitisme mutualiste. C'est un terme paradoxal, mais il décrit bien une situation où le vol de proie profite non seulement au voleur, mais aussi à la victime. Comment cela fonctionne-t-il ? Une meute de loups tue un élan, mange les parties les plus nutritives, les abats, les muscles, la graisse. Puis arrive l'ours, qui mange le reste, les os, la peau, les cartilages, les parties que les loups ignorent. Les loups partent et chassent un autre élan. L'ours obtient une nourriture qu'il n'aurait jamais pu capturer seul. À première vue, cela ressemble à un vol à sens unique. Mais regardons cela d'un autre angle. Quand l'ours mange les restes de la proie des loups, il nettoie l'endroit. La carcasse, qui resterait sinon dans la forêt pendant des jours ou des semaines, disparaît. Et avec elle disparaissent les parasites et les agents pathogènes qui se multiplient sur la chair en décomposition. Les loups, qui pourraient revenir près de la carcasse, sont ainsi protégés des contaminations. De plus, un ours qui se rassasie sur les restes des loups est un ours qui n'a pas besoin de chasser activement. Et un ours qui ne chasse pas est un ours qui ne tue pas de petits élans. Ces mêmes petits dont les loups ont besoin pour qu'ils grandissent et deviennent leur future proie. C'est un bénéfice indirect, peu intuitif, mais bien réel. Les loups nourrissent l'ours pour que l'ours ne consomme pas ce dont les loups ont besoin. La nature est une partie d'échecs jouée sur 30 niveaux à la fois. Et il y a encore un aspect dont on parle rarement, l'influence des loups et des ours sur les petits prédateurs. La taïga n'abrite pas seulement des loups et des ours. On y trouve aussi des gloutons, des lynx, des renards, des martres ziblines, des fouines et des dizaines d'autres prédateurs. Et tous ces petits prédateurs sont directement influencés par la dynamique de la relation entre les deux carnivores dominants. Le glouton est un exemple parfait. Le glouton, en latin gulo, est une créature pesant entre 15 et 25 kg, mais avec le tempérament et l'audace d'un animal 10 fois plus grand. Les gloutons sont connus pour être capables de chasser un ours loin de sa proie, non par la force, mais par une agressivité et une ténacité pure. Et les gloutons dépendent fortement des restes de proie des loups. Des études menées dans la taïga scandinave ont montré que les gloutons tirent jusqu'à 60% de leur nourriture des carcasses laissées par les loups. Sans les loups, les gloutons auraient nettement moins de nourriture. Mais attention, les ours compliquent cette équation, car un ours qui vole la proie des loups est aussi un ours qui vole la nourriture des gloutons. Plus il y a d'ours, moins il reste de restes pour les gloutons, et moins il y a de gloutons, moins il y a de contrôle sur les populations de rongeurs que les gloutons chassent. Vous voyez le schéma. Chaque créature de la taïga est connectée à toutes les autres par un réseau invisible de relations, et le loup et l'ours sont deux nœuds clés de ce réseau. Retirez-en un, et tout le réseau se déchire. Quittons maintenant un instant la taïga pour observer ce duel dans une perspective globale, car loup et ours ne coexistent pas seulement dans la taïga. Ils se rencontrent dans de nombreux écosystèmes à travers le monde, et dans chacun d'eux
leur dynamique est légèrement différente. En Amérique du Nord, comme nous l'avons vu, loup et grizzly se rencontrent à Yellowstone, en Alaska et dans les régions sauvages du Canada. La relation est similaire à celle de la taïga. Concurrence pour les proies, confrontation occasionnelle, kleptoparasitisme, mais avec une différence importante. Les grizzlies nord-américains sont en moyenne plus grands que les ours bruns eurasiens. Un mâle grizzly adulte peut peser plus de 500 kg, alors que son équivalent eurasien tourne généralement autour de 300 kg. Cela donne aux grizzlies un avantage plus marqué face aux loups. En revanche, les meutes de loups nord-américaines sont en moyenne plus petites, jusqu'à 10 individus contre 8 à 15 en Eurasie. Donc le rapport de force reste globalement équilibré. Le grizzly est plus grand, mais la meute est plus petite. En Europe, la situation est tout autre. Loups et ours n'y coexistent plus que dans quelques régions. Les Carpates, la Scandinavie, les Alpes dinariques et certaines parties de l'Espagne et de l'Italie. Et dans ces régions, leur relation est nettement moins conflictuelle que dans la taïga ou à Yellowstone. La raison ? La densité de population. En Europe, les deux espèces sont plus rares et leur territoire se chevauche moins. Là où il y a moins de chevauchement, il y a moins de conflits. Mais les Carpates font exception. En Roumanie, où vivent environ 6 000 à 7 000 ours bruns et 3 000 à 4 000 loups, la densité des deux prédateurs est comparable à celle de certaines régions de la taïga sibérienne. Et les recherches menées dans les Carpates roumaines confirment les mêmes schémas. Kleptoparasitisme, confrontation territoriale, concurrence indirecte pour les proies. Et puis, il y a l'Inde. Oui, l'Inde. Dans le nord de l'Inde, dans l'Himalaya, vivent des ours bruns et des loups indiens, une sous-espèce plus petite du loup, l'un des carnivores les plus rares au monde. Leur relation est peu étudiée, mais ce que l'on en sait suggère que les mêmes mécanismes sont à l'œuvre ici aussi. Concurrence, coexistence, influence mutuelle. Cette universalité est fascinante. Que vous soyez en Sibérie, au Canada, en Roumanie ou dans l'Himalaya, là où loup et ours se rencontrent, le même schéma émerge, la même dynamique, le même duel. Comme si la nature avait un seul scénario qu'elle jouait sur des scènes différentes, avec des acteurs différents. Mais toujours la même histoire. Nous en arrivons maintenant à la question que nous nous posions au début. Qui est le véritable roi de la taïga ? Le loup ou l'ours ? Et la réponse, comme souvent dans la nature, est plus compliquée qu'il n'y paraît. Si vous mesurez la royauté par la force, l'ours gagne. Il est plus grand, plus puissant, plus résistant. Dans un duel direct, 1 contre 1, le loup n'a aucune chance. L'ours est un char d'assaut, le loup une infanterie légère, victoire nette pour l'ours. Si vous mesurez la royauté par l'influence sur l'écosystème, le loup gagne. La chasse sélective des loups façonne les populations de proies, qui à leur tour façonnent la végétation, qui à son tour façonne tout le paysage. Les loups changent les rivières, les ours, non. Si vous mesurez la royauté par la capacité à survivre dans un monde en mutation, le loup gagne. Les loups parviennent à s'adapter à une bien plus large gamme d'environnements, de la toundra arctique au littoral méditerranéen. Les ours sont liés à un habitat plus spécifique. Si vous mesurez la royauté par l'intelligence, c'est plus difficile. Les deux espèces sont extrêmement intelligentes, mais de façon différente. L'intelligence de l'ours est individuelle. Il résout des problèmes seul, se souvient des lieux et des moments, improvise. L'intelligence du loup est sociale. Il résout des problèmes collectivement, communique, planifie en groupe. C'est comme comparer un grand maître d'échecs à une équipe de football. Lequel est le plus intelligent ? Cela dépend de la situation. Mais la vraie réponse est différente. La vraie réponse, c'est que la taïga n'a pas besoin d'un roi. Elle a besoin des deux. Un ours sans loup est un prédateur sans frein. Il détruit tout ce qui se trouve sur son chemin, car il n'a pas de concurrence pour le contenir. La population de proies fluctue, la végétation souffre, l'écosystème se délite. Un loup sans ours est un prédateur sans contrepoids. Il devient trop performant, trop efficace, trop dominant. La population de proies chute trop vite, les meutes croissent au-delà du soutenable, et le système se déstabilise par l'autre bout. Seuls ensemble, dans cette tension perpétuelle, dans ce tiraillement constant, dans ce duel qui ne se termine jamais et que personne ne gagne jamais vraiment, ils maintiennent la taïga en équilibre.
C'est comme deux poids sur les plateaux d'une balance. Retirez l'un, l'autre s'effondre. Laissez les deux et les plateaux s'équilibrent. Je veux vous dire encore une chose qui me trotte dans la tête depuis que j'ai commencé à travailler sur ce sujet. On parle souvent de la nature comme d'un lieu d'harmonie, comme d'un jardin où tout fonctionne à merveille et où chaque chose a sa place. Mais l'histoire du loup et de l'ours montre autre chose. Elle montre que la nature n'est pas harmonie. La nature est conflit, un conflit incessant, dur, impitoyable, dans lequel chaque créature lutte pour sa survie, chaque jour, chaque heure, chaque instant. Mais, et c'est le point essentiel, c'est précisément de ce conflit que naît l'équilibre, non pas malgré le conflit, mais grâce à lui. Le loup et l'ours ne se haïssent pas, non, ils n'ont aucune émotion au sens humain du terme. Ce sont simplement deux organismes qui font ce pourquoi l'évolution les a programmés, survivre et se reproduire. Et en se faisant concurrence, en se limitant mutuellement, en se volant leur proie et en se chassant de leur territoire, ils créent un système plus stable et plus résilient que ce qu'il serait sans l'un d'eux. C'est une beauté cruelle, une beauté qui vous empêche de dormir quand on commence à y réfléchir. Et maintenant, je veux répondre à quelques questions qui, je le sais, vous viennent à l'esprit. Car ces sujets sont complexes et méritent des réponses honnêtes. Première question, un loup peut-il tuer un ours ? Réponse, oui, mais c'est extrêmement rare. Les cas documentés où une meute de loups a tué un ours adulte en bonne santé se comptent sur les doigts d'une main. Dans la plupart des cas, il s'agissait d'ours malades, blessés ou très âgés. Un ours adulte en bonne santé est une cible trop dangereuse pour les loups. Le risque de perdre des membres de la meute dépasse le gain potentiel. Mais, et voici un détail important, les loups peuvent tuer des oursons, et ce n'est pas rare du tout. Dans les zones où loups et ours se chevauchent, les loups constituent un prédateur significatif des oursons. La mère ours défend ses petits avec férocité. Mais si la meute est assez grande et déterminée, elle peut parvenir à isoler un ourson et à le tuer. C'est un mécanisme de régulation important. Les loups contrôlent la population d'ours, non pas en tuant les adultes, mais en réduisant la survie des oursons. C'est une méthode de contrôle plus subtile, mais tout aussi efficace au niveau de la population. Deuxième question, un ours peut-il tuer un loup ? Réponse, oui, et ce n'est pas rare. L'ours peut tuer un loup d'un seul coup de patte. Les loups qui s'approchent trop d'un ours irrité risquent leur vie. Les scientifiques estiment que, dans les zones de coexistence, les ours sont responsables de 3 à 10% des décès de loups. Troisième question. Loups et ours peuvent-ils coexister pacifiquement ? D'une certaine façon, oui. La plupart des interactions entre loups et ours ne sont pas mortelles. La plupart des journées dans la taïga se déroulent sans que loups et ours ne se croisent. Mais ce n'est pas une coexistence pacifique. C'est une paix armée, une guerre froide. Les deux camps restent constamment sur leur garde, calculent sans cesse, évaluent les risques en permanence, et parfois cette paix échoue et la violence éclate. Mais la violence est l'exception, pas la règle. Penchons-nous maintenant sur l'avenir. Que réserve l'avenir aux loups et aux ours de la taïga dans les décennies à venir ? La réponse dépend principalement d'un facteur. Nous, les humains. Le changement climatique transforme la taïga. Les températures augmentent, la couverture neigeuse diminue, les incendies sont plus fréquents et plus dévastateurs. La taïga se déplace vers le nord, et à sa frontière sud, elle cède la place aux steppes forestières et aux forêts de feuillus. Qu'est-ce que cela signifie pour les loups et les ours ? Pour les ours, le changement climatique est une nouvelle mitigée. D'un côté, un climat plus chaud signifie un hiver plus court, donc une hibernation plus brève et plus de temps pour chercher de la nourriture. De l'autre, les changements dans la disponibilité des ressources clés, notamment les saumons et les fruits forestiers, peuvent poser problème. Mais la principale menace pour les ours n'est pas le changement climatique, c'est la perte d'habitat. L'exploitation forestière, l'extraction minière et l'expansion des établissements humains grugent chaque année des millions d'hectares de taïga. Et l'ours a besoin d'un territoire immense, entre 300 et 1000 km². Chaque parcelle de taïga qui disparaît est un fragment de l'habitat de l'ours perdu pour toujours. Pour les loups, la situation est tout aussi compliquée. Les loups sont plus adaptables que les ours. Ils peuvent vivre dans une plus grande variété d'environnements et sont moins dépendants d'un type d'habitat spécifique. Mais les loups ont un autre problème,
les conflits avec les humains. Partout dans le monde où les loups vivent près des établissements humains, des conflits surviennent. Les loups tuent du bétail, les fermiers tuent des loups, et ce cycle se perpétue depuis des siècles sans solution en vue. En Russie, où vivent entre 50 000 et 60 000 loups, de loin la plus grande population mondiale, l'abattage autorisé par l'État reste légal et largement pratiqué. Chaque année, plusieurs milliers de loups sont légalement abattus en Russie. Et illégalement, personne ne sait, mais les estimations parlent de milliers supplémentaires. L'ironie, c'est que ces abattages sont justifiés par la protection du bétail et du gibier. Mais comme nous l'avons montré, l'élimination des loups de l'écosystème a des conséquences négatives profondes, y compris la dégradation des populations de gibier que l'on prétend pourtant vouloir protéger. Et il y a encore une chose dont on parle rarement, mais qui est essentielle, la perception. La façon dont les gens perçoivent les loups et les ours influence fondamentalement la façon dont on les traite. L'ours est perçu dans la culture humaine de manière ambivalente, mais globalement positive. Il est un symbole de force, de sagesse, d'amour maternel. L'ours en peluche, l'ours national russe. Les ours sont parmi les animaux les plus appréciés dans les zoos. Les gens respectent les ours, et c'est pourquoi, au moins à l'époque moderne, ils sont relativement protégés. Le loup, lui, est diabolisé dans la culture humaine. Le loup est le méchant des contes de fées. Le loup est une menace. Le loup est le mal qui guette dans la forêt sombre. Le petit chaperon rouge, les 3 petits cochons, le loup et les 7 chevreaux. Dans chacune de ces histoires, le loup est le méchant. Et ces récits façonnent nos attitudes inconscientes envers les loups bien plus fortement que nous ne le réalisons. Le résultat, c'est que la protection des loups est politiquement bien plus difficile que celle des ours. Les gens sont plus disposés à tolérer un ours dans leur voisinage qu'un loup, et cela même si l'ours est objectivement bien plus dangereux pour l'homme. Les ours tuent chaque année dans le monde nettement plus de personnes que les loups. Au XXe siècle, les loups ont été presque exterminés en Europe et en Amérique du Nord. Les ours, non. Et la principale raison n'était pas une différence d'écologie ou de biologie, mais une différence de perception. Les histoires que nous nous racontons changent le monde. Et les histoires que nous racontons sur les loups ont presque coûté leur existence. Mais il y a de l'espoir, et je veux que vous le sachiez. Au cours des 30 dernières années, le rapport des humains aux loups évolue. Lentement, douloureusement, avec résistance, mais il évolue. La réintroduction des loups à Yellowstone a montré au monde ce qui se passe quand les loups obtiennent une seconde chance. Et cette histoire, celle des loups qui ont changé les rivières, s'est répandue dans le monde entier et a inspiré des dizaines de projets similaires. En Europe, les loups reviennent en Allemagne, en France, en Suisse, aux Pays-Bas, dans des pays où ils avaient été exterminés il y a 100 ou 200 ans. Leur retour est controversé. Les agriculteurs protestent, les politiques s'opposent, mais les loups reviennent, et les écosystèmes dans lesquels ils reviennent se transforment. Et dans la taïga, loups et ours continuent de coexister, de se faire concurrence, de se voler leur proie, de s'affronter parfois dans des moments de violence brute. Et grâce à tout cela, ils maintiennent l'un des derniers grands écosystèmes sauvages de la planète dans un équilibre fragile mais fonctionnel. Il nous appartient de leur permettre de continuer à le faire. Alors, revenons à cette question que nous nous posions au début. Qui est le véritable roi de la taïga ? La réponse est personne et en même temps les deux. La taïga n'a pas de roi. La taïga a 2 gardiens, 2 rivaux qui se haïssent mutuellement, ont besoin l'un de l'autre et se maintiennent mutuellement en vie. 2 créatures dont le duel éternel n'est pas une guerre. C'est une danse cruelle, violente, impitoyable, mais qui maintient toute la forêt en mouvement. Et c'est à nous, spectateurs, qu'incombe la responsabilité de permettre que cette danse continue, que la taïga reste la taïga, que les loups aient où chasser et les ours où dormir, et que nos enfants et petits-enfants puissent un jour se tenir au bord de la forêt, écouter le silence et savoir que là-bas, derrière les arbres, 2 vieux rivaux continuent de se mesurer. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Sur qui parieriez-vous ? Si vous deviez choisir entre le loup et l'ours, sur lequel miseriez-vous dans le duel pour la taïga ? Écrivez-le dans les commentaires, je veux savoir ce que vous en pensez. Et si vous avez en tête un animal dont vous aimeriez entendre parler dans le prochain épisode, écrivez-le aussi, car cette émission est aussi la vôtre,
et vos suggestions m'inspirent toujours.